Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hello, bienvenue Stéphane. Merci d'être présent pour cette toute nouvelle émission que je lance en 2023. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Merci. Ça me fait très plaisir de t'avoir en tant qu'invité et je t'avouerai que ton pseudo fait aussi partie de la blague, en quelque sorte. Parce que, en fait, ça fait longtemps que je lis tes revues et puis qu'on discute un petit peu sur tout ça et par commentaires interposés. On s'est vu avec les podcasteurs, mais c'est vrai que ou par Instagram. Et c'est vrai que je me suis dit j'aimerais bien avec Stéphane qu'on fasse comme ça une émission où on dirait qu'on n'est pas trop vieux parce que justement on a tous les deux Old dans notre pseudo. Et de là est née cette idée un peu farfelue, mais que j'ai trouvé intéressante. Du coup, Stéphane, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc Stéphane, vieux lecteur, dans le sens où j'ai commencé à lire il y a très longtemps maintenant. J'avais, je crois, 8-10 ans quand on m'a offert ma première BD, c'était un Tintin et le crabe aux pinces d'or. Et je devais avoir peut-être 2 ans de plus quand j'ai ouvert mon premier Strange. Et depuis, j'ai pas arrêté de lire de la bande dessinée, que ça soit franco-belge, comics et manga un peu plus tard, quand ça arrivait un peu plus tard en France. Donc, je devais avoir 18-20 ans quand ça a commencé à arriver. Et puis depuis quelques temps, j'essaye de partager mes avis et ma passion sur Instagram, et où je donne mon avis sur mes lectures. Et peut-être qu'en 2023, je ferai un autre format. D'accord. Ah, c'est intriguant, petit teasing. C'était pas prévu, mais du coup, parce qu'effectivement, moi, j'apprécie beaucoup tes chroniques, tes reviews sur Instagram parce qu'elles sont d'une part toujours très variées. Elles sont jamais cantonnées à un style propre, parce que comme tu l'as dit, effectivement, tu as commencé par la franco-belge, du comics, du manga, et je les trouve toujours très très pertinentes dans leurs propos. Non, c'est pas, en plus. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elles sont pas, on a souvent malheureusement un petit peu tendance, et c'est un peu le jeu, de parler des actualités, de ce qui sort, de ce qui est nouveau, au détriment de choses qu'on n'aurait pas lues et qui sont pourtant de très bonne qualité. Et justement, ça permet d'avoir un autre point de vue, je trouve, sur l'actualité, d'avoir justement, au cas où tu aurais raté un ou deux wagons parce que tu étais pris sur autre chose, de dire il y a ça qui existe et ça a l'air très bien. Ça donne envie. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans tes chroniques, c'est que tu dis et puis il a trouvé à tel endroit, généralement tu as pas mal de choses que tu récupères en médiathèque ou que tu achètes, et du coup elle se dit tiens, ça c'est une bonne idée, j'ai envie en tout cas ça me donne envie moi de regarder, de feuilleter. Après chacun court après le temps, mais en tout cas ça fait plaisir. Et puis Stéphane, on s'était vu, on a fait ton portrait chinois avec les podcasteurs. Cette année d'ailleurs, une grosse année, et c'était une très bonne. Moi en tout cas, j'avais vraiment apprécié cet échange, alors qui à l'époque était juste en audio. Là, on a la chance de se voir, ce qui est quand même vraiment vraiment bien. Je préfère quand on se voit qu'une conversation téléphonique. Mais donc ça me fait plaisir que tu sois là, et je vais te poser la question que je poserai à tous mes invités. C'est effectivement cette phrase: nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries, parce que je suis sûr que dans ton parcours de lecteur, à un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui a dû te sortir mais les Mickey là, c'est pour les gamins. Et non? Oui. Alors, en fait, on l'a jamais dit, mais par contre, on me l'a fait sentir. Ah, c'est pire. Je trouve que c'est pire. Voilà. On m'a fait sentir que la bande dessinée, c'était au mieux, c'était pas de la littérature. Au pire, c'était pour les enfants, en fait. C'était pour les enfants. Et c'est vrai qu'en général, j'ai essayé d'expliquer à la personne
que, comme la littérature, il y a de la littérature pour enfants, pour ados, pour adultes, il y a de la littérature dans tous les genres, eh bien, la bande dessinée, c'est pareil. Il y a de la bande dessinée pour enfants, il y a de la bande dessinée plus pour ados, plus pour adultes, et il y a tous les genres. Et on trouve vraiment beaucoup de choses. Donc, oui, mais on l'a souvent fait sentir dans une espèce de, je dirais, de snobisme, un petit peu. Mais régulièrement, j'essaye d'expliquer que non, c'est pas pour les enfants. Non, oui, c'est bien la littérature, ce sont bien des livres, Déjà, ouais. Et qu'on peut y trouver tout ce qu'on veut. Ouais, c'est exactement ça. Parce que, je sais pas si tu connais ces statistiques, mais pour les livres sans images, je les appelle comme ça, les livres, il y a un certain seuil au-delà duquel on est considéré comme un grand lecteur. Je crois que ça doit être environ peut-être entre 80 et 100 livres par an, tu es considéré comme un grand lecteur. Mais en fait, et je pense que c'est la même chose pour toi, mais comme tu viens de le préciser, les bandes dessinées sont aussi des livres, et on en lit peut-être plus que ça. On lit au cours de l'année, on lit tellement de choses que même la personne qui lit jamais de livres, et ben en fait, elle peut être un très grand lecteur parce qu'elle a lu 100, 200, 300 bandes dessinées dans l'année, et c'est absolument pas c'est pas un mal. Il faut pas que ça soit discriminant. Au contraire, il y a beaucoup de jeunes, on parle des jeunes, etc., qui lisent beaucoup via ce média, qui après reviendront sur des médiums un peu plus classiques, mais en tout cas, ça ne les empêche pas de lire. Non, tout à fait. Et moi, je vois ma fille qui a 12 ans, elle lit des mangas, elle lit de la bande dessinée dite franco-belge, et elle lit des livres. Et en fait, alors elle lit pas de comics parce que ça l'intéresse moins. Peut-être que aussi, il y a peut-être moins de comics pour son âge. À part peut-être My Little Pony, je crois qu'elle a lu un peu de My Little Pony. Mais elle lit de tout. Et moi, je trouve ça très bien. Ah, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi en fait, c'est vraiment... il faut qu'on mette les personnes dans des petites cases, qu'on mette les petites catégories. En fait, il n'y a pas de catégorie. On peut apprécier... là, je pense notamment à ça parce que ça revient un peu en force en ce moment à Harry Potter. Harry Potter, quand c'est sorti, on était déjà adultes. Oui. Et est-ce que ça nous a empêché de les lire, d'apprécier les films, d'apprécier les jeux, etc. Non, je pense pas, en fait. Donc, il faut arrêter. Chacun peut lire ce qu'il veut et à tout âge. Je pense que, et même les enfants, il y a certains ados qui lisent des BD adultes sans souci. Alors, des fois, il faut les accompagner quand même mais en tout cas, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Contrairement à ce qu'on a pu nous ressasser pendant des années et des années. Au contraire, plus on est curieux, plus on découvre des belles choses. Et ça ouvre son univers parce que, effectivement, une fois qu'on est bien sur un média, sur des histoires, on peut s'ouvrir à d'autres, découvrir d'autres choses. Et le champ des possibles est tellement fort. Il y a tellement de choses incroyables. Mais ouais. Mais effectivement, je vois bien ce que tu veux dire, le faire sentir, dire t'as pris ça, t'as ça. Ou quand on va voir ta bibliothèque en disant c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ouais. C'est effectivement une espèce un petit snobisme, effectivement. Mais bon, après il faut éduquer ces personnes-là, faut leur expliquer que voilà, on n'est pas tous cantonnés à être dans la petite case et qu'on peut s'exprimer par ailleurs. En plus, le dessin, c'est peut-être tellement fort, exprimer tellement d'émotions. C'est d'ailleurs assez marrant de voir qu'il y a une espèce vraiment d'adoration, d'idolâtrie de certains réalisateurs qui font des images. Et pour moi, un dessinateur fait la même chose, il fait des images avec son style, avec son montage. Et pour moi, c'est pareil. Tout à fait. Et je compléterai ce que tu as dit. Même au sein des amateurs de bande dessinée, on trouve parfois un certain snobisme. Oui. Des personnes qui disent non, les mangas, c'est pour les enfants, les comics, c'est des trucs
super-héros en slip. Non, la vraie BD, c'est la franco-belge, c'est Enki Bilal, c'est ce genre de choses. Mais non, en fait, non. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Il y a de la bande dessinée dans à peu près tous les pays libres, je dirais. C'est plus difficile dans certains pays, mais donc il y en a au Japon, aux États-Unis, en France, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Allemagne, il y en a en Chine, en Corée. Enfin, il y a à peu près de la bande dessinée à peu près partout, et pour tout le monde. C'est ça. Et la première bande dessinée, c'est les peintures rupestres. Mine de rien. C'est l'homme, quand il a pu s'exprimer, il l'a fait via des dessins, via des histoires illustrées. Donc il faut remettre les choses en perspective des fois. Après cette petite intro, Stéphane, de quoi tu as décidé de nous parler aujourd'hui? Alors, parce que effectivement, d'une lecture en cours qui est, je ne sais pas si on voit bien. Alors, attends, je vais essayer de le 20th Century Boys. Voilà, donc là, à l'écran, on a le premier tome, qui est une série de Naoki Urasawa. C'est dans la collection actuelle, Panini Manga, c'est en 10 tomes, plus un 11e sur le 21e siècle. Donc là, c'est sur le 20e siècle. Alors, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que, a priori, le manga, on se dit, classiquement, c'est pour les enfants, pour les ados. Effectivement, ça pourrait être lu par un ado, mais je ne suis pas certain qu'il pourrait en tirer tout ce qu'un adulte pourrait en tirer. Il en tirerait d'autres choses, des choses très bien, mais il y a des choses qui pourraient lui échapper. Ou au contraire, il y a des choses qui pourraient l'encourager à aller un peu plus loin sur certains points. Alors pourquoi il y a des choses qui pourraient lui échapper? Il faut savoir que l'un des thèmes principaux de la série, c'est le rapport à l'enfance et les souvenirs de son enfance. Donc un ado, ses souvenirs de son enfance, il n'en a pas encore beaucoup, ça sera peut-être un petit peu plus tard. Donc ça parle plus à un adulte, je dirais même à un adulte qui a déjà bien vécu, et qui peut se souvenir de son enfance, de ses rêves, de ses histoires d'enfance, et de faire un petit peu, je dirais, le point sur où il en est par rapport à où il est parti. En fait. Donc, alors pour ça, juste pour l'histoire, pour parler un peu de cette histoire, ça se passe sur plusieurs temporalités, j'arrive à le dire. Et la première, c'est justement l'enfance. C'est un groupe de jeunes amis qui habitent, d'enfants de 8-10 ans, qui habitent à la campagne ou pas très loin de la campagne. Et comme tous les enfants, ils se sont construits une cabane, ils se sont fait une petite trou. Et ils ont découvert la musique américaine, donc ça se passe au Japon, dans les années 70. Ils ont découvert la musique américaine, ils ont découvert les mangas, ils ont découvert les magazines érotiques. Donc il y a tout un éveil de cette enfance à la culture, au sexe et puis à l'imagination. Et ils se sont imaginés toute une histoire de danger, de fin du monde et de sauveur. Ils se sont vus en sauveurs de l'humanité face à cette fin du monde. Et bien en fait, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est que les événements qu'ils avaient décrits dans leur petite histoire, ils arrivent. D'accord. C'est comme si, effectivement, tu avais anticipé ce qui allait se passer si ta fiction devenait réalité. Exactement. Et ils arrivent, et un des personnages principaux, enfin, c'est toujours très compliqué que Urasawa pour dire un personnage principal. Il y a tellement de personnages. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, se rend compte que les événements qui sont en train d'arriver, en fait, il les avait imaginés dans son histoire. Et il se demande pourquoi. Et une secte au Japon, c'est vrai que les sectes au Japon, c'est assez courant en fait. C'est pas aussi connoté que chez nous. Hein. Une secte au Japon utilise un symbole, c'est le symbole du groupe d'enfants qu'ils avaient créé eux-mêmes. Et donc, il va commencer. C'est ça, c'est l'espèce de main avec l'œil, c'est ça? Exactement. Alors, je sais pas si je peux. Bon, je vais avoir du mal à en trouver un. Mais exactement. On voit un œil et une main avec un doigt qui pointe vers le haut. Et donc, il va essayer d'enquêter
Voilà. Et donc, ce thème des souvenirs d'enfance, ce thème de savoir où on en est actuellement par rapport à son enfance, à ses rêves, parce que le personnage se dit, mais moi, au départ, je voulais être un artiste, un rocker, faire de la musique, et là, en fait, je tiens le magasin familial, c'est une petite épicerie, je m'occupe de la fille de ma sœur qui est partie en abandonnant sa fille, enfin, en lui laissant sa fille. Ça, pour un ado, ça va peut-être pas parler beaucoup. Alors que pour un adulte, lui, il va pouvoir un peu s'identifier sur certains points, sur les sacrifices qu'il a dû faire, sur les choix qu'il a fait, etc. Et par contre, un ado, lui, il va pouvoir suivre l'aventure, en fait. L'aventure telle qu'elle est, en fait. Ouais, c'est ça, sans avoir toutes les strates méta ou les implications que tu pourrais comprendre, toi, en tant qu'adulte. Exactement. Et c'est ça la force d'Urasawa, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il n'oublie pas qu'avant tout, un manga, c'est fait pour se distraire. Enfin, une bande dessinée, c'est fait pour se distraire, pour passer du bon temps, tout ça. Pour aussi s'interroger sur où il veut aller. Et là, il est très fort, parce que même quand on a l'impression qu'on connaît le chemin, il casse tout de suite la direction pour en prendre une autre. Donc, il est très fort. Donc, l'ado, il va apprécier ça, il va apprécier cette enquête, il va apprécier les aventures, il va apprécier les rebondissements. L'adulte aussi, mais l'adulte, il va aussi réfléchir sur plein de choses. Et là où je trouve que c'est aussi intéressant chez Urasawa, c'est qu'il va pouvoir parler de sujets qui parlent beaucoup à un japonais, mais pas du tout à un européen. Et là, je reviens sur cette histoire de secte. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, il y a un candidat au poste de Premier ministre au Japon, ancien Premier ministre lui-même, qui a été assassiné lors d'un meeting. Son nom, c'est Abe, mais alors je ne me souviens plus du prénom de la personne. Et en fait, il a été assassiné parce que la personne qui l'a tué lui reprochait des liens avec la secte Moon, qui est une secte très forte au Japon et très influente sur le monde politique. Et ça, quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, ça me rappelle quelque chose. J'ai été fouillé par moi-même, j'ai été regardé, et effectivement, les sectes au Japon sont très influentes sur le monde politique pour faire du lobbying. Ouais. Et les deux milieux sont liés. Et c'est ça qui... voilà. Alors, l'ado, peut-être qu'il va passer à côté, ou peut-être pas, et voilà. Et ça va lui ouvrir des portes sur des choses qu'il n'aurait pas forcément regardées. Voilà. Ouais, parce que effectivement, ça ouvre sur une culture très différente. La culture japonaise, on la connaît mieux maintenant, mais elle reste quand même très différente de ce que nous, on peut vivre. Même si on dit que les Japonais ont tendance à s'occidentaliser, ils restent quand même dans quelque chose de très, très japonais, finalement, dans leur manière de vivre, d'évoluer. Là, tu parlais effectivement de ces relations entre les sectes et le pouvoir, mais on sait aussi qu'à un moment donné, il y a eu les Yakuza là, et le pouvoir aussi. Il y a des choses qui... parce que les Yakuza existent toujours au Japon, ça n'a pas disparu. C'est quelque chose qui fait... on dit ça fait partie du folklore, mais en fait, c'est pas des gentils de base, ils sont connus. Même les anciens Yakuza, après, se reconvertissent dans différents métiers en cachant leur tatouage, etc. Il y a plein de choses qui effectivement, surtout le tatouage, en Occident, le tatouage, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Oui. Beaucoup de personnes sont tatouées. Or, au Japon, le tatouage a vraiment une signification, une connotation très forte. Et voilà, du coup, c'est vrai qu'on est, c'est deux civilisations différentes, et c'est passionnant de voir comment, parce que Urasawa arrive toujours à mettre justement l'histoire du Japon dans ses œuvres, et ça nous fait découvrir effectivement. Après, comme tu dis, l'ado, ça peut ou pas lui passer un peu au-dessus, mais l'adulte peut creuser et découvrir des choses. Et c'est vrai que ça rend d'autant plus passionnant. Alors, je terminerai par un petit dernier exemple où en fait, alors je ne sais pas si ça va bien passer à l'écran. Attends, je vais te mettre tout seul pour voir si je peux te mettre. Attends. Hop.
Voilà. Alors, on voit ces personnages avec des bérets. Ouais. En fait, ce sont des mangaka, donc des dessinateurs de manga, qui logent au même endroit que Osamu Tezuka avait logé, donc le grand mangaka, le dieu des mangas. Et donc, en fait, Urasawa fait encore une fois référence à ses idoles de son enfance. Et quelque part, pour nous qui avons peut-être vu Astro le petit robot ou plein de choses, le roi Léo, comment dire, Princesse Saphir, qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a fait tellement de choses, Tezuka, que en fait, il a vraiment marqué, surtout au niveau de l'animation. Aujourd'hui, si on a les animés japonais tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est grâce à lui. Exactement. Et donc, il lie donc, l'époque moderne avec l'époque de son enfance, et puis un peu de la nôtre aussi, pour faire le lien, et puis pour montrer quelque part que ça existe toujours, c'est toujours là, c'est toujours présent, il y a toujours des gens qui s'inspirent du passé, et que c'est une bonne chose. Donc effectivement, je dirais que c'est une lecture où, en fonction de son âge, on apprécie plus de choses que d'autres. Et je trouve cette richesse chez Urasawa très, très impressionnante. Et il n'oublie pas de parler de sujets de fond, de politique, de pouvoir. Dans d'autres séries, il parlait du pouvoir de l'amusement, de l'entertainment aux États-Unis, ce genre de choses. Donc vraiment une œuvre riche, complète, pour tout le monde. Et donc, toi, tu l'as fini, tu l'as lu, t'as lu l'intégrale, t'as tout lu. Non, je suis au tome 3. D'accord. Et j'ai le tome 4 et le 5 bientôt. Voilà. Et en fait, ça me surprend tout le temps. Il y a un moment, je me suis dit, ok, bon, là, je suis au tome 3. Ça a bientôt l'histoire a l'air de se conclure. C'est bizarre, je suis au tome 3. Et paf, hop, changement de direction. On passe à une autre époque. Et il distille tout doucement des éléments pour expliquer comment on en est arrivé là. Et c'est... Alors, je ne sais pas si tu l'as lu. Alors moi, j'ai lu le premier tome quand c'était à l'époque en tome simple. Et j'avais pas continué à l'époque. Le premier tome m'avait bien intrigué parce qu'effectivement on voit ces jeunes au démarrage, etc. Mais je suis pas allé plus loin. Et voilà, j'ai trop de choses à rattraper. Ouais, là c'est vrai que souvent un manga c'est des séries assez longues. Là, je dirais 10 gros tomes, ça doit être 20 tomes au départ, rassemblés en 10 tomes. Ouais, ça va encore, je trouve que c'est honnête en termes de taille. Mais là, il a donc fait un virage à 90 degrés et tout doucement, il parle d'un autre sujet et on s'en rend pas compte tout de suite. En fait, il distille des petits éléments. Il dit, oh, en fait, il veut parler de ça. Et je trouve que c'est la 3e série que je lis de lui et à chaque fois, j'adore. T'avais lu quoi d'autre de lui ? J'ai lu Monster. Monster, oui. Qui est peut-être un peu plus basique dans les thèmes abordés, même si ça parle du bloc de l'Est, ça parle de la manipulation. Il y a moins l'aspect temporel dans Monster que dans, par exemple, ce que tu disais, effectivement, dans 25th Century Boys, où il peut y avoir des allers-retours, des choses. Tout à fait. Mais ça reste un polar très bien fait, avec là aussi une galerie de personnages assez importante, mais en fait, on ne s'y perd pas. Les dessins sont super bons et on reconnaît chaque personnage. Ce qui est très important, et parfois ça peut être difficile, mais ça fait qu'on ne s'y perd absolument pas. Et l'autre œuvre, c'est Billy Bat. Billy Bat, ouais. Et Billy Bat, le début est un peu difficile à comprendre. Oui. Mais je me suis accroché jusqu'au 5e tome, et au 5e tome, j'ai pas pu décrocher, quoi. Ah non, c'est incroyable, Billy Bat. Il pioche dans tellement de choses, à la fois dans la culture japonaise, mais aussi dans la culture américaine, dans les faits historiques.
c'est tellement riche, c'est incroyable. Oui, le complotisme, Tout à fait. Ouais. l'entertainment, le business avant l'art. Enfin, Et dans Billy Bat, en fait, finalement, on ne suit pas tout le temps la même personne. C'est vrai. Voilà, ça casse et ça permet d'avoir un renouvellement sans finalement changer vraiment l'intrigue. Et non, c'est voilà. C'est un auteur qui vraiment, il est très très fort. Il est très 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 fort. Alors moi, j'ai pas fini Billy Bat. Il me reste la fin là. Et par contre, j'avais lu Monster effectivement et Pluto que j'aime beaucoup. Alors Pluto, j'ai essayé de l'emprunter, j'y suis jamais arrivé. En fait, quelqu'un l'a emprunté à la médiathèque et ne l'a pas rendu. Ah, ça c'est moche. C'est moche. Voilà. Donc au bout d'un moment, j'étais sur la liste d'attente, mais je bouge pas sur la liste d'attente. Et la personne, oui, emprunté depuis plus de 6 mois, donc. Ouais, ça sent mauvais, ça. Donc il rachète la série. Parce que c'est une série assez courte, je crois, plutôt. Elle fait 8 tomes. Ouais. Elle fait 8 tomes et c'est vrai, encore une fois, on parlait tout à l'heure de Tezuka, c'est basé sur une histoire de Tezuka qui est vraiment développée au maximum. Je crois qu'on ne peut pas faire plus développé que ça. C'est une histoire qui faisait un chapitre, là, ça devient 8 tomes, absolument passionnant, avec aussi des twists pas piqués des hannetons. J'en souviens, il sait y faire, il est très très fort. Et effectivement, comme tu le disais, et ça aussi c'est quelque chose, ça montre aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dessinateur. Urasawa, chaque personnage a un visage différent. On peut les identifier. Ce qui n'est pas quelque chose de simple ni de courant, quoi. Notamment, hein, je pense qu'on est tous les deux des lecteurs de comics et on voit souvent, malheureusement, des visages identiques. Où il y a juste une coupe de cheveux, où il y a juste un costume qui change, alors que là, Urasawa, chaque personnage a des traits très distincts. C'est très très fort. Alors moi, là où ça me choque le plus, c'est dans certaines BD franco-belges, comme 13. 13, il y a des moments où j'ai dû regarder la case pour savoir, mais c'est lequel de personnage? Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Et ça me gêne beaucoup. Mais non, là, Urasawa, c'est nickel, c'est un trait tellement à la fois simple et tellement efficace. Il est très très fort. Il avait fait des émissions, justement, où on peut le voir en vidéo dessinée, comment il fait. C'est vrai que on voit qu'il y a des personnes qui ont vraiment un don, quoi. Je pense qu'on peut pas dire autre chose, quoi. Ils sont nés pour faire ça, quoi. Ils sont nés pour faire ça. Bon, super. En tout cas, voilà, ça m'intrigue. Là, j'hésite à me remettre à cette histoire, mais là, j'ai justement. Alors moi, mes Billy Bat, je les avais empruntés. Et là, je vais les acheter. Et c'est pas une petite série non plus. Non, ouais, je pense que je sais plus chez quel éditeur c'est Billy Bat. C'est chez Pika. Pika. Parce que je pense que ça vaudrait le coup de sortir dans une édition un peu plus grande. Peut-être. Pika, moi j'ai les Monsters en édition simple, c'est-à-dire les 18 tomes, alors qu'ils ont mis l'édition de luxe en une dizaine de tomes, 11 tomes je crois. Peut-être un peu moins. En tout cas, avec cette édition qui forme un tableau. Oui. Je sais pas si. Voilà. Bon. Ça aussi, bon. Mais bon, on peut pas. C'est toujours délicat quand tu as déjà la première édition de dire bon, allez, j'achète la nouvelle édition. Et qu'est-ce que tu fais de l'ancienne? Je comprends parfaitement. C'est des choses, tu dis ça me tente quand même bien, mais bon, qu'est-ce que je vais en faire? Tu peux pas doublonner tout ce que tu as, quoi. Déjà. Non. Moi, quand ça m'arrive, je revends l'ancienne. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est ma femme qui me l'avait offert. Voilà, il y a un aspect un petit peu sentimental dessus, donc voilà, je le garde. Après, en plus, il n'y a pas vraiment à part le fait que ça soit plus grand, avec des pages couleurs. J'arrête parce que sinon j'ai craqué. mais voilà. Merci Stéphane. Et effectivement, ça prouve
une nouvelle fois que voilà, cette lecture elle est pour tout âge et que c'est pas des petits Mickey et on peut lire. Voilà. Et d'ailleurs, moi, en parlant de petits Mickey, justement, je vais en parler parce que voilà, pour renverser un petit peu le mythe, moi, je vais parler de la jeunesse de Picsou, de Don Rosa. Donc ça, c'est l'intégrale qui est sortie en 7 tomes et je vais me consacrer juste au premier tome de cette intégrale qui reprend les 12 chapitres de la jeunesse de Picsou. Et en fait, pourquoi j'ai choisi ça? Alors déjà parce que bon, voilà, on en a discuté un petit peu auparavant, mais c'est vrai tous les lecteurs finalement de bandes dessinées, de comics, de mangas ont commencé à un moment donné à lire du Mickey Magazine, du Picsou Magazine, parce que c'était voilà, on allait prendre le train, on achetait quelque chose en kiosque et on prenait généralement un Picsou et on le lisait et voilà, et on savait même pas que c'était du comics à l'époque parce que ça nous voilà et on a lu et on a apprécié et ça voilà, et après on a continué ou pas. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que ces personnages qui ont à la fois un aspect très sympathique parce que ils ont bercé notre enfance et aussi très connoté parce que lié à l'enfance, et en fait Don Rosa là, il a réussi pour moi un pari qui était un peu fou à mon sens, c'est il existait déjà une biographie non officielle de Picsou, mais là il a réussi à l'illustrer en reprenant toutes les informations qu'il a pu récupérer dans les histoires de Karl Barks et donner quelque chose de cohérent. On va donc suivre ce jeune Balthazar Picsou de son enfance dure, pauvre en Écosse, jusqu'à la rencontre avec ses neveux, qui reprend finalement le premier épisode qu'a dessiné Karl Barks où il réapparaît à nouveau. Et donc ça permet de faire le lien. Et moi ce que j'ai trouvé très fort, c'est que effectivement quand on lit comme ça, bon, effectivement il y a de l'action, on va suivre de manière chronologique les histoires de Picsou, donc il va vieillir au fur et à mesure, qui va constituer sa fortune au fur et à mesure. Ça va pas être quelque chose de facile. Il va y avoir de nombreux obstacles, de nombreux pièges qui vont lui être tendus. À chaque fois, il va réagir des drames aussi. Donc finalement, Picsou, il va vraiment vivre quelque chose. Ça va pas être que le monde des bisounours en fait cette histoire. Et c'est surtout ça qui m'a marqué parce que en fait, le personnage, pour moi, il y a des scènes où t'es obligé de ressentir quelque chose parce que il y a un drame qui se passe, parce que le personnage il fait des choses qui ne vont pas, parce que t'es en désaccord avec lui, parce que tu ressens aussi toute l'aigreur qu'il a pu avoir à un moment donné. Et donc le personnage un petit peu unidimensionnel de Picsou, qu'on connaît, hein, c'est-à-dire voilà, il est multimilliardaire et en gros il est radin. C'est peut-être les deux principales choses qu'on connaît sur Picsou. Et en fait, là, Don Rosa, il creuse et il explique un petit peu pourquoi, comment il est devenu multimilliardaire, et pourquoi il est aussi aigri, pourquoi il est aussi radin, pourquoi il est tout seul, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour amener à cette situation. Et moi, il y a un chapitre, quand je le lis, là, je l'ai relu ce matin, tu dis, mais comment tu réussis, c'est tout le génie de Don Rosa, c'est à te faire passer des émotions, à te faire comprendre, toi en tant qu'adulte, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu parlais tout à l'heure effectivement un petit peu je vais pas dire le principe de réalité, mais le fait que la vie des fois te rappelle à l'ordre en disant voilà, tu avais des rêves, mais en fait la réalité te rattrape parce que et voilà, et tu fais ce que tu peux pour y aller. Et là, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il a rêvé à un moment donné, et quand il y arrive, est-ce qu'il n'a pas tout perdu? Est-ce que son rêve n'était pas trop fort, trop puissant par rapport au reste? Est-ce qu'il n'a pas mis en balance des choses qui sont finalement tout aussi importantes, et il s'est sacrifié? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur ces épisodes. Alors, certains épisodes sont un peu plus enfantin dans la trame. On va suivre juste une histoire de Picsou, mais chapitre par chapitre, on a l'évolution. Et quand on arrive à la fin de l'histoire,
tout prend sens, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'auteur, ah bah oui, mais quand il a fait ça dans le chapitre 5, c'était pour ça. Et on voit bien qu'il y a tout un raisonnement, tout un cheminement qui est vraiment passionnant. En plus, Don Rosa s'amuse, c'est-à-dire que il fait des références à plein de petits gags cachés un peu partout, et surtout dans chacun des épisodes, je sais pas si ça va passer, je pense pas que je vais le montrer, mais il écrit le mot duck. C'est-à-dire que dans chacun des épisodes, on peut chercher. Alors l'édition chez Glénat est en format comics, donc c'est un peu petite des fois. Pour ceux qui sont myopes comme moi, il faut bien regarder. Mais dans chaque épisode, il y a écrit le mot duck. Et en fait, Don Rosa, il a écrit ça pour dedicated Anka Barks to Keno. Donc dédié à l'oncle Barks par Keno, parce que c'est Keno Don Rosa. Donc c'est son nom entier. Donc en fait, il fait une dédicace à Karl Barks dans chacun des tomes. Et c'est caché. Donc il y a un petit jeu en plus, un petit peu comme on avait pu avoir je crois que c'était dans l'Enfeust de Troyes, où il y avait aussi ça, où il y avait des mots cachés, il fallait chercher. Donc en plus de l'histoire, il y a des petits secrets à découvrir. Il y a des petits secrets, et l'édition Glénat, on a beaucoup parlé cette année des Batman Chronicles, où il y a du rédactionnel avec etc. Ça, c'est sorti il y a peut-être 10 ans. Il y a déjà du rédactionnel. L'auteur explique avec tous les épisodes ce qu'il a voulu exprimer, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait. Donc en fait, on a l'épisode, on a l'épisode où est-ce qu'il a été publié, quand est-ce qu'il a été publié. Donc déjà, pour les amateurs, pour l'aspect patrimonial, en fait, on sait exactement quand est-ce qu'il a été édité, dans quelle revue, etc. Après, on a l'épisode, et après, on a l'explication sur l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'auteur voulait exprimer? Et quel chemin il a voulu? Et il y a plein de choses qui sont passionnantes et intéressantes. Donc effectivement, pour moi, ce tome, il va de 7 à 107 ans, en fait. On peut l'apprécier tout en tant enfant qu'adulte, parce que, comme tu le disais, on va pas forcément voir la même chose, mais on va suivre un chemin passionnant de bout en bout. Et pour moi, en tout cas, moi, ça me fait naître des émotions. C'est j'ai le sentiment, je sais pas si c'est un peu pareil pour toi, mais quand tu as une BD, quelque chose qui, à un moment donné, te touche, soit par la colère, parce que tu trouves les personnages insupportables, soit par la tristesse, soit par une espèce de bouffée d'émotion qui t'arrive, c'est un moment qui est assez extraordinaire. Et moi, cette BD, elle me fait naître ce type d'émotion. Donc voilà. Donc je ne peux qu'être tout à fait, admiratif du travail de Don Rosa, et je ne peux que le partager avec tous ceux qui veulent le lire, parce que c'est absolument somptueux et génial. Voilà. Ah ben, pour une fois, enfin, parce que j'en ai souvent entendu parler, et ça jusque-là, ça m'avait laissé un peu perplexe. Mais honnêtement, ce que tu en décris, bah, ça me donne envie. Donc, sérieusement. Alors, je vais essayer de la trouver dans les 2 médiathèques qui sont à ma disposition. Mais oui, franchement, comme tu le dis, donc tu as les épisodes, ensuite tu as de l'éditorial, des notes de l'auteur. Je pense que l'enfant va peut-être zapper cette partie éditoriale parce que ça ne va pas l'intéresser. Mais oui, c'est parce que on ne comprend pas toujours tout ce que l'auteur a voulu faire passer. C'est ça. C'est comme tout, en fait. On se rend compte après que quand on a une explication, des scènes qui paraissent anodines, en fait, ont un sens. Et un sens qui peut être profond. C'est ça qui est assez passionnant quand tu écoutes des personnes décortiquer un petit peu comme ça les œuvres, ou que l'auteur lui-même te dit « c'est ça que j'ai voulu exprimer », il dit « ah oui, d'accord, j'avais pas compris, en fait, je l'avais pas vu, ou j'avais pas fait attention ». Et ça, c'est génial. Ouais. Non, franchement, ça me donne envie, et je vais essayer de trouver ça, au moins le premier. Alors, pour moi, le premier, alors sur la jaquette, il y a écrit effectivement 1/2.
Mais pour moi, il y a 12 épisodes qui forment l'histoire. Après, la deuxième partie, c'est l'auteur revient sur certaines périodes de la jeunesse avec toute une intrigue. Mais pour moi, c'est vraiment ces 12 épisodes qui forment la jeunesse. Après, si tu veux l'ensemble avec le complément, effectivement, c'est 1 et 2. Mais pour moi, le premier se suffit largement à lui-même. Et, même si s'il y a des choses, alors du coup le 2 je me souviens plus trop ce qui se passe dedans, mais il y a pas mal de choses avec des personnages qui reviennent, etc. Et quoi, le personnage de Picsou, justement via cette histoire et via tout le reste, il prend une dimension absolument incroyable. C'est plus que le milliardaire qui est avec son coffre-fort et qui fait des pièges, quoi. C'est plus que ça. Et qui nage dans ses pièces d'or. C'est ça, qui nage dans ses pièces d'or. Tout à fait. Ça, c'est une de ses caractéristiques, effectivement. Ouais. Non, c'est. Mais je pense que c'est un bon exemple parce que effectivement, quand on pense bande dessinée pour enfants, on pense, comme tu dis tout à l'heure, à ce qu'on a lu quand on était jeune, Picsou, Mickey. Pif Gadget, ce genre de choses. Et qui souvent revient. Hein. Là, j'ai vu qu'il réédite Raon dans une collection en kiosque. Et j'aurais pas forcément pensé à Picsou. Ah, alors, effectivement, il y a plein d'autres œuvres, mais pour moi, c'était important justement de casser et pour dire ouais, effectivement ça a été pour les enfants, mais pas que. C'est vraiment ça que je veux dire, parce que effectivement, comme plein de choses en fait, et de plus en plus maintenant, on empile des strates de compréhension, de sous-texte, et ça rend l'œuvre beaucoup plus riche. On peut la lire plusieurs fois et presque chaque fois on va découvrir quelque chose, et ça c'est génial. Ça c'est il y a beaucoup de choses, hein, le livre, effectivement, le film apporte la même chose, mais la BD aussi, et la BD ne peut pas être cantonnée juste à la lecture dite pour enfants. C'est pas vrai. Mais est-ce que les éditions précédentes étaient aussi bien, parce que là, donc, si j'ai bien compris, tu as 12 épisodes dans un premier volume. Oui. Peut-être qu'autrefois ça n'a pas été édité dans l'ordre ou pas forcément. C'est une bonne question. Là, je vais regarder. Je vais te donner un petit exemple parce que effectivement, je vais vous montrer un petit peu. Je vais me remettre. Je vais me mettre en saut et je vais retirer mon fond d'écran pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Hop, est-ce que ça marche? Hop. Voilà. Donc le tome se présente comme ça et à chaque épisode, on va avoir un petit récapitulatif où ça a été publié. Donc là, typiquement, c'était publié donc les publications américaines et les publications françaises. Donc, ce qui met qu'il y a eu plusieurs publications. Donc Picsou Magazine, Trésor de Magazine, Picsou Magazine, etc. Et après, quand tu termines, et ben t'as le rédactionnel, effectivement. Je pense que dans les trésors de Picsou, ça a dû être j'espère édité dans l'ordre, mais le truc c'est que ça a été édité avec d'autres choses. Je sais que Don Rosa, donc il y a 7 intégrales qui forment l'ensemble du travail de Don Rosa, et je pense que dans les trésors de Picsou par exemple, il y a eu un petit épisode par-ci par-là, pas forcément en ordre chronologique. Après là, j'avoue, de mémoire, je me souviens plus si Glénat l'a fait par ordre chronologique ou l'a fait par thème. Là, je m'en souviens plus. Je sais que pour Karl Barks, c'était plutôt par thème que par ordre chronologique, il me semble. Mais là, je sais plus. Je regarde. Je mettrai en commentaire. Mais voilà, c'est une œuvre qui, en plus, alors ça, il y a du pour et du contre. Mais quand les 7 tomes, ça fait une frise. Où tu vois Picsou avec son sous-fétiche, etc. Et voilà, c'est tout est bien fait pour cette édition. Moi, je la trouve très qualitative à tout niveau. Elle est agréable à lire.
elle est belle, c'est du format souple, donc en plus c'est assez maniable, et elle est très complète au niveau de ce qu'elle raconte. Ok, ça me donne envie. Hein. Si tu la trouves à Médiathèque, n'hésite pas. Après, je serais d'autant plus curieux d'avoir ton avis et de savoir ce que tu as ressenti à cette lecture. On pourra parler notamment, moi, l'épisode 11 et l'épisode 12. Waouh. Voilà. Ok. Si je le trouve, je te le dirai. Il n'y a pas de souci. Super. Ça marche. Eh bien, je crois qu'on a bien parlé. C'était très agréable. Je te remercie encore une fois, Stéphane, d'être venu pour cette première, il faut dire, voilà, pour cette première émission et pour ce partage. Je vous remercie d'avoir suivi. Je remercie encore une nouvelle fois Stéphane d'être venu, d'avoir pris un peu de son temps et de nous avoir partagé cette œuvre de Naoki Urasawa. J'espère que ça vous aura plu et comme vous connaissez, si vous avez lu ces 2 titres, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas surtout à suivre la page Instagram de Stéphane pour avoir toujours des petites chroniques un petit peu comme ça, comme je vous l'ai dit, diverses et variées, toujours de très bonne qualité. Et puis on attend tes nouvelles pour ton projet 2023, puisque voilà, je pense que là tu as teasé tout à l'heure, mais je pense que c'est encore en cours d'élaboration. Donc voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, au moment où vous regardez, et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Merci, ciao. Nous ne sommes pas trop vieux